La consolation de philosophie, livre premier, 1. Moi qui ai jadis chanté des poèmes dans la fleur de mon ardeur, les pleurs, hélas, me contraignent d'entonner de lugubres mesures. Me voici à écrire sous la dictée de Camène, déchiré, et les élégies m'inondent le visage de vraies larmes. Nulle terreur au moins n'a pu les vaincre, les empêcher d'être mes compagnes et de me suivre sur mon chemin. Gloire d'une jeunesse jadis heureuse et riante, elle console maintenant mes destinées de sombre vieillard. Elle est venue en effet, hâtée par les maux, l'inopinée vieillesse, et la douleur a décrété que son âge était arrivé. Avant l'heure, sa blancheur se déverse sur ma tête, et ma peau, flasque, se plisse d'épuisement. Sur ma tête, douce année. Mort heureuse des hommes qui ne se glissent point dans les malheureux, et vient à l'appel répété de leur tristesse. Hélas, comme elle fait la sourde oreille, et se détourne des comme elle est cruelle, et refuse de clore leurs yeux éplorés. Quand infidèle la fortune favorisait un futile bonheur, une heure sombre m'aurait presque submergé. Maintenant qu'elle a changé son visage hypocrite, et qu'elle s'est obscurcie, cette vie maudite prolonge une pénible attente. Pourquoi avez-vous tant de fois vanté ma réussite, mes amis? Qui tombe n'avait pas une démarche ferme. Camène, nymphe romaine, inspiratrice du chant assimilé aux muses. Pendant que je ressassais silencieux ces vers en moi-même, et que je confie à mon style le soin de tracer ma plainte larmoyante, je vis apparaître à mes côtés, au-dessus de ma tête, une femme dont l'aspect inspirait la plus grande vénération. Mon style, poinçon dont se servaient les anciens pour écrire sur les tablettes de cire. Elle avait des yeux ardents et plus perçants que la vision du commun des hommes. Son teint était vif et sa vigueur inépuisable, bien qu'elle fût si chargée de siècles qu'il était impossible de la croire de notre temps. Sa taille était difficile à distinguer, car tantôt elle se manifestait dans les mensurations du commun des hommes, tantôt le sommet de sa tête semblait frapper le ciel, et comme elle se dressait fort haut, elle pénétrait aussi le ciel lui-même et trompait la vue et les regards. Ses vêtements étaient faits de fils très fins avec un art subtil et dans une matière indestructible, et comme je l'ai appris ensuite, quand elle me le révéla, elle les avait elle-même tissés de ses propres mains. Quant à leur apparence, comme d'ordinaire les portraits enfumés des ancêtres, elle était obscurcie par un voile d'ancienneté dû à la négligence. On lisait en grec brodé sur le bord, tout en bas un pi, tout en haut un θ, et entre les deux lettres on voyait à la manière d'une échelle des sortes de degrés marqués d'un signe qui permettait l'ascension du caractère inférieur au caractère supérieur. Pi est l'initiale en grec de philosophie pratique, et θ l'initiale de philosophie théorétique, c'est-à-dire contemplative. Les degrés de cette échelle sont les 4 sciences mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, la musique, étude de l'harmonie des sons, et l'astronomie. Pourtant, les mains brutales avaient déchiré ce vêtement et arraché chacune les lambeaux qu'elle avait pu emporter, et elle tenait de la main droite des opuscules, un spectre de la main gauche. Quand elle vit les muses de la poésie se tenir près de mon lit et dicter leurs paroles à mes pleurs, elle s'irrita un moment et ses yeux farouches lancèrent des flammes. « Qui a permis, dit-elle, à ces petites catins de Seine de s'approcher de ce malade ? Non seulement elles ne peuvent porter aucun remède à ces douleurs, mais elles pourraient en plus les nourrir de leur doux poison. Ce sont elles en effet qui tuent sous les épines stériles des passions la moisson féconde et les fruits de la raison, et qui accoutument l'esprit humain à la maladie sans le libérer. Mais si, habitués que vous êtes au vulgaire, vous séduisiez de vos charmes quelques ignorants, je pourrais penser que c'est moins pénible à supporter. Mon œuvre ne serait en lui nullement affectée, mais cet homme nourri de l'étude des Éléates et des académiciens. Éléate, philosophe de l'école fondée au 5e siècle avant notre ère par Parménide d'Élée dans le sud de l'Italie, qui soutenait que l'être éternel et immuable est la seule réalité. Académicien, philosophe de l'Académie, école fondée par Platon à Athènes au 4e siècle avant notre ère. Allez-vous-en plutôt, sirène douce, jusqu'à la mort, et laissez mes propres muses le soigner et le guérir. Ainsi blâmé, le cœur des muses baissa les yeux fort abattus.
La rougeur de leur front fut l'aveu de leur honte et franchit le seuil plein de tristesse. Quant à moi, dont les yeux noyés sous les larmes étaient obscurcis et qui ne pouvait distinguer quelle était cette femme, l'autorité si impérieuse, je fus frappé de stupeur et le regard fixé au sol, je me mis à attendre en silence ce qu'elle allait faire ensuite. Alors elle s'approcha, s'assit au pied de mon lit, considéra mon visage accablé par la détresse et abattu par l'affliction et déplora le désarroi de mon esprit en ces vers. 2. Hélas, quel naufrage! Comme son esprit s'est précipité dans les profondeurs de l'hébétude, et comme abandonné par sa propre lumière, il tend vers les ténèbres extérieures. Toutes les fois que gonflé par les effluves terrestres, son angoisse accroît ses ravages à l'infini. Cet homme jadis libre, habitué à parcourir dans l'étendue du ciel les voies éthérées, discerner les rayons du soleil rose, contempler les constellations de la lune glacée, et quels que fussent les retours vagabonds d'une étoile, ses courbes et ses orbes ondoyants, il en comprenait victorieux les nombres. Bien plus toutes les causes d'où vient que les souffles sonores soulèvent les flots de la mer, quel esprit fait tourner le monde sur son assise, ou bien pourquoi l'astre qui tombera dans les ondes de l'Hespérie s'élève de l'Orient rutilant, ce qui tempère les heures paisibles du printemps, au point d'orner la terre de la fleur des roses, qui a fait jusqu'à la fin de l'année l'automne fertile, s'insinue dans les raisins gonflés, ces causes diverses d'une nature cachée. Il avait l'habitude de les sonder et de les exposer. L'Hespérie, l'Occident. Maintenant il gît prostré à la lumière de l'esprit épuisé, le cou accablé de lourdes chaînes, la tête inclinée sous leur poids. Il est contraint, hélas, de regarder la terre grossière. Mais l'heure, dit-elle, est au remède plus qu'à la plainte. Alors ses yeux tournaient vers moi dans toute leur intensité. « Est-ce toi, demanda-t-elle, qui nourris jadis de mon lait, éduqué par mes aliments et élevé à la vigueur d'une âme virile? Pourtant nous t'avions apporté des armes, qui, si tu n'avais pas commencé par les rejeter, te protégeraient avec une solidité sans faille. Me reconnais-tu? Pourquoi ce silence? Est-ce par pudeur ou par stupeur que tu te tais? J'aurais préféré que ce fût par pudeur, mais comme je le vois bien, c'est la stupeur qui t'accable. » Comme elle voyait que j'étais non seulement silencieux mais incapable de parler et complètement muet, elle posa doucement sa main sur ma poitrine et « Il n'y a rien à craindre, poursuivit-elle. Il souffre de léthargie, une maladie courante chez les esprits abusés. Il a un moment oublié qui il est. Sa mémoire lui reviendra facilement s'il me reconnaît d'abord. Mais pour que ce soit possible, nous nettoyons un peu ses yeux obscurcis par le voile du monde mortel. » Ainsi parla-t-elle, et elle sécha mes yeux inondés de larmes avec un repli de son vêtement. 3. Alors la nuit dissipée, les ténèbres me quittèrent, et mes yeux retrouvèrent leur vigueur première. Ainsi, quand le chorus impétueux amasse les nuées et que le ciel se fige en nuages de pluie, le soleil est voilé et les astres ne sont pas encore arrivés au firmament, que la nuit descend déjà se répandre sur la terre. Mais si le boré échappé de son antre de traces malmène cette nuit et libère le jour enfermé, Phébus resplendit d'une lumière soudaine et darde ses rayons qui viennent frapper nos yeux émerveillés. Chorus, vent du nord-est, nord-ouest. Boré, vent du nord. Thrace, région du nord de la Grèce. Ce n'est pas autrement qu'une fois les nuées de la tristesse dissipées, je puisai la lumière du ciel et recouvrai mes esprits pour connaître le visage de celle qui me soignait. Ainsi, quand j'eus tourné mes regards vers elle et lui fixé des yeux, je reconnus ma nourrice, dont j'avais dès ma jeunesse honoré le foyer, Philosophie. « Et pourquoi es-tu venue, demandai-je, maîtresse de toutes les vertus, descendue des hauteurs du ciel dans les solitudes de mon exil ? Est-ce afin d'être toi aussi poursuivi avec moi pour de fausses accusations calomnieuses? Mais est-ce que je te délaisserai, répliqua-t-elle, toi mon nourrisson, sans prendre part à ta peine, ni partager le fardeau que tu as enduré à cause de la haine que suscite mon nom? Pourtant il serait sacrilège que Philosophie laisse sans compagnie l'innocent sur son chemin. Craindrais-je sans doute une accusation calomnieuse et serais-je horrifié comme s'il m'arrivait quelque chose de nouveau? Est-ce en effet maintenant la première fois, à ton avis, que les dangers assaillent la sagesse au milieu de la méchanceté?
Est-ce que chez les anciens aussi, avant le temps de notre cher Platon, je n'ai pas souvent mené un grand combat contre la sottise aveugle? Et de son vivant, son maître Socrate n'a-t-il pas remporté avec mon aide la victoire sur une mort injuste? Comme ensuite la foule des épicuriens, des stoïciens et tous les autres entreprises d'emporter son héritage, chacun pour son parti, et que malgré ma résistance et mes protestations, ils m'emmenaient comme leur part de butin. Ils déchirèrent le vêtement que j'avais tissé de mes propres mains, en arrachèrent les lambeaux et s'en allèrent en croyant que je leur étais revenue tout entière. Comme on voyait dans ces lambeaux des traces de mon habit, des ignorants crurent qu'ils étaient mes familiers, et la foule profane dans son égarement causa la perte de quelques-uns d'entre eux. Et si tu ignores l'exil d'Anaxagore, le poison de Socrate et les tortures de Zénon, puisque ce sont choses étrangères, du moins les Canius, les Sénèques et les Soranus, dont le souvenir n'est ni très ancien ni obscur, tu pourrais les connaître. Anaxagore, philosophe présocratique du 5e siècle avant notre ère, qui soutenait que l'esprit présidait à la marche du monde. Poursuivi pour impiété, il avait dû quitter Athènes où il résidait. Zénon, disciple de Parménide. Canius, stoïcien mis à mort par Caligula. Soranus, stoïcien contraint comme Sénèque au suicide par Néron. Rien ne les a entraînés dans leur malheur, si ce n'est que formés selon nos principes, ils semblaient complètement différents des gens passionnés et mauvais. C'est pourquoi tu n'as aucune raison de t'étonner que dans cette vie houleuse, nous soyons ballottés au gré des tempêtes qui soufflent autour de nous, lorsque nous nous proposons surtout de déplaire aux gens de la pire espèce. En tout cas, bien que leur armée soit nombreuse, il faut la mépriser, puisqu'aucun chef ne la dirige, mais qu'elle se laisse seulement entraîner au hasard et à l'aventure par l'égarement et le délire. Si parfois elle forme une ligne de bataille et déploie plus de force contre nous, celle qui est notre chef resserre ses troupes dans sa citadelle, et eux, ils seront tout occupés à piller alentour. Des hardes sans intérêt. Quant à nous, du haut des murs, nous rions de les voir emporter nos biens les plus vils, à l'abri que nous sommes de toute cette agitation furieuse et protégés par un retranchement dont l'approche est interdite aux assauts de la sottise. 4. Quiconque est serein et a une vie bien ordonnée, a foulé aux pieds la superbe du destin, et l'une et l'autre fortune sous les yeux a pu garder la tête droite et invincible, ni la rage et les menaces de la haute mer qui trouble et emporte ses flots depuis les profondeurs, ni le Vésuve, incertain chaque fois qu'il se brise ses forges et qu'il faut rouler ses feux et fumées, ni le passage de la foudre, ardente, habituée à frapper les tours altières, ne l'émouvront. Pourquoi les malheureux s'étonnent-ils tant des cruels tyrans, ces fous furieux sans force? N'espère ni ne doute rien. Tu auras désarmé le courroux déchaîné, mais quiconque tremble a peur ou forme des vœux, puisqu'il n'est point ferme et indépendant. A jeté son bouclier, fuit son poste et se rive à une chaîne assez forte pour l'entraîner. Comprends-tu ces vers? Demanda-t-elle. Et pénètre-t-il dans ton âme? Où es-tu, l'âne à la lyre? Expression proverbiale grecque qui désigne un incompétent. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi verses-tu des larmes? Parle sans détour, ne me cache pas ta pensée. Si tu attends mes bons soins, il faut me découvrir ta plaie. Citation d'Homère dans l'Iliade. Thétis s'adresse à son fils Achille. Alors moi, rassemblant mon courage et mes forces, l'âpreté de la fortune qui s'acharne contre moi a-t-elle encore besoin que je te la rappelle, et ne se manifeste-t-elle pas assez par elle-même? L'aspect même de ce lieu ne t'émeut-il nullement? Est-ce ici la bibliothèque que tu avais toi-même choisie à mon foyer comme ton séjour le plus sûr, et où tu raisonnais souvent avec moi sur la science des choses humaines et divines? Avais-je une telle allure et une telle expression quand je sondais avec toi les secrets de la nature, quand tu traçais pour moi de ta baguette le cours des astres, quand tu formais ma conduite et les principes de toute ma vie à l'exemple de l'ordre céleste? Est-ce là les récompenses que j'obtiens à t'obéir? Pourtant c'est bien toi qui a consacré par la voix de Platon ce principe que les États seraient heureux si des gens versés dans la sagesse les dirigeaient, ou si l'arrivée avec leurs dirigeants fussent versés dans la sagesse.
Platon s'est exprimé ainsi dans la République. Toi, par la voix du même homme, tu as fait observer que les sages avaient une raison impérieuse d'entrer dans la vie politique, c'est d'empêcher que l'abandon du gouvernail des cités aux citoyens malhonnêtes et marqués d'infamie n'apporte aux honnêtes gens leur ruine et leur perte. J'ai donc suivi cette injonction et j'ai choisi de mettre en pratique dans l'administration publique ce que j'avais appris de toi dans la retraite de mes loisirs. Vous savez comme moi, toi et Dieu qui t'a introduite dans l'esprit des sages, que rien ne m'a amené aux magistratures, si ce n'est le dévouement commun à tous les honnêtes gens. Ainsi j'eus de graves et implacables querelles avec les gens malhonnêtes, et cela tient à ma liberté de conscience pour préserver le droit. J'ai toujours méprisé le risque d'offenser de plus puissants que moi. Combien de fois j'ai trouvé Conigastus sur mon chemin quand il s'attaquait aux biens des plus faibles. Combien de fois j'ai détourné Trigilla, l'intendant de la maison royale, des injustices qu'il commettait, des injustices qu'il avait déjà pleinement perpétrées. Combien de fois j'ai opposé au danger mon prestige pour protéger les malheureux que la convoitise toujours impunie des barbares, persécutés de calomnies sans fin. Jamais personne ne m'a fait déchoir de la justice à l'injustice. J'ai été affligé autant que ceux qui en souffraient de voir les biens des provinciaux ruinés, tantôt par les pillages privés, tantôt par les impôts publics. Au temps de la terrible famine, on avait promulgué un édit de coemption, accablant et impraticable, qui, comme il le semblait, devait mener à la pénurie de la province de Campanie. Vente obligatoire à l'État imposée à une province à un prix inférieur à celui du marché. J'ai entrepris dans l'intérêt commun de m'opposer au préfet du prétoire. J'ai porté l'affaire à la connaissance du roi et obtenu que l'on n'exigeât pas la coemption. Magistrat qui était chargé à cette époque en Italie du ravitaillement de l'armée et de l'approvisionnement en blé de Rome. J'ai arraché l'ancien consul Paulinus aux gueules béantes des chiennes du palais qui avaient déjà l'espoir et l'ambition de dévorer ses richesses, pour que l'ancien consul Albinus échappât à la condamnation suite à un procès jugé d'avance. Je me suis exposé à la haine du délateur Cyprianus. Est-ce qu'à ton avis je n'ai pas assez avivé de grandes querelles contre moi ? Mais j'aurais dû être d'autant plus à l'abri auprès de tous les autres que par amour de la justice. Je ne me suis rien réservé auprès des gens de cour qui m'eût mis plus à l'abri. Or, quels délateurs m'ont renversé? Parmi eux, Basilius, autrefois écarté du ministère royal, a été forcé, contraint par son endettement, à me dénoncer. Quant à Opilion et Gaudentius, en raison de leurs innombrables et multiples crimes, un jugement royal avait décrété leur exil, mais refusant de lui obéir, ils avaient trouvé refuge et protection dans des temples sacrés, c'est-à-dire des églises chrétiennes. Quand il a découvert, le roi a proclamé par un délit que s'il n'avait pas quitté la ville de Ravenne avant le jour prescrit, il serait marqué du haut front avant d'être chassé. Que pouvait-on visiblement ajouter à une telle sévérité? Pourtant, c'est ce jour-là que ces mêmes hommes m'ont dénoncé et que leur accusation a été retenue contre moi. Comment donc ma conduite a-t-elle mérité cela ou leur condamnation préalable a-t-elle rendu juste ces accusateurs? La fortune n'a-t-elle nullement eu honte, si ce n'est de l'accusation d'un innocent, du moins de la bassesse des accusateurs? Mais quelle accusation porte-t-on contre moi? Tu me le demandes en bref. On me reproche d'avoir voulu préserver le Sénat. Tu désires savoir comment? On me fait grief d'avoir empêché qu'un délateur ne révèle les preuves qui accusent le Sénat de haute trahison. Que me conseilles-tu donc, maîtresse? Refuterai-je cette accusation pour ne pas te faire honte? Mais je l'ai voulu et je ne cesserai jamais de le vouloir. Avouerai-je? Mais la possibilité de faire obstacle au délateur n'existe plus. Appellerai-je criminel d'avoir souhaité le salut de cet ordre illustre? Par ses décrets me concernant, il avait fait que ce fût criminel, mais l'ignorance qui se trompe toujours elle-même ne peut changer le mérite, et je pense qu'il serait sacrilège, selon le principe de Socrate, de cacher la vérité ou d'admettre le mensonge, formulé chez Platon dans le Théétète. Quoi qu'il en soit, je m'en remets à ton jugement et à celui des sages, quant à l'enchaînement et à la vérité de l'affaire. Pour qu'on ne puisse les cacher à la postérité, je les ai aussi confiés à mon style et à la mémoire. En effet, en ce qui concerne les lettres falsifiées avec lesquelles on m'accuse d'avoir espéré la liberté de Rome, à quoi bon en parler? Cette fraude manifeste aurait été découverte s'il m'avait été permis de me servir de l'aveu des dénonciateurs eux-mêmes, pratique qui a le plus de poids dans tous les procès, car quelle liberté reste-t-il à espérer?
Plût au ciel qu'il pût y en avoir quelque espoir, j'aurais répondu avec le mot de Canius que Gaius César, le fils de Germanicus, accusé, dit-on, d'avoir été complice de la conjuration fomentée contre lui et qui avait dit « Si moi je l'avais su, toi tu n'en aurais rien su ». L'empereur Caligula. En cette affaire, l'abattement n'a pas assez émoussé mes esprits pour que je me plaigne que des gens impies aient tramé des crimes contre la vertu, mais je suis fort surpris que leurs espoirs se soient réalisés, car vouloir le mal est peut-être le propre de notre faiblesse, mais commettre contre l'innocence ce que tous les criminels peuvent avoir conçu sous le regard de Dieu semble un prodige. Ainsi, ce n'est pas sans raison qu'un de tes familiers a demandé si Dieu existe vraiment, d'où vient le mal, mais d'où vient le bien s'il n'existait pas? Il pourrait bien être permis que des hommes impies qui cherchent à saigner tous les honnêtes gens et le Sénat entier aient voulu ma perte à moi aussi, qu'ils avaient vu être le défenseur des honnêtes gens et du Sénat. Mais le méritais-je également de la part des sénateurs? Tu te souviens, je crois, puisque toujours à mes côtés tu me dirigeais toi-même vers ce que j'allais dire ou faire. Tu te souviens, dis-je à Vérone, quand le roi, désireux de perdre tout le monde, avait tramé d'étendre à l'ordre sénatorial tout entier l'accusation de haute trahison portée contre Albinus, avec quelle tranquillité face au danger que je courais, j'ai défendu l'innocence de l'ensemble du Sénat. Tu sais que je ne mets là en avant que la vérité et que je ne me suis jamais fait valoir pour être estimé. En effet, la retraite d'une conscience qui se fait approuver d'une certaine manière diminue chaque fois qu'en faisant étalage de sa conduite, elle reçoit la récompense de la renommée. Mais tu vois ce qui est arrivé et a surpris mon innocence. En récompense d'une véritable vertu, je subis la punition d'un faux forfait. Y eut-il jamais crime dont l'aveu manifeste rendit les juges unanimes dans la sévérité au point que ni l'égarement de la nature humaine, ni l'incertitude de la fortune pour tous les mortels n'en fit réfléchir quelques-uns? Si on m'accusait d'avoir voulu incendier les temples sacrés, égorger les prêtres avec une épée impie, d'avoir tramé le massacre de tous les honnêtes gens, j'aurais pourtant assisté à mon procès, on m'aurait pourtant puni, après que j'eus avoué et qu'on m'eût convaincu de culpabilité. En réalité, c'est environ 500 000 du tribunal muet et sans défense que je suis condamné à mort et à la confiscation de mes biens pour mon trop grand dévouement envers le Sénat. Le mille romain a une longueur de 1479 mètres, et Boès s'est incarcéré à Pavie. Comme il aurait mérité que personne ne pût être convaincu d'un pareil grief,